La fraise est probablement le fruit qui représente le mieux l'été. Pourtant, la fraise que vous mangez aujourd'hui n'existait tout simplement pas il y a 300 ans. Pendant des milliers d'années, les humains n'ont connu que la toute petite fraise sauvage. Alors, comment est-on passé de cette minuscule baie des sous-bois aux grosses fraises rouges qu'on retrouve aujourd'hui dans les supermarchés? L'histoire passe par les Romains, les rois de France, les premiers peuples d'Amérique et même un espion, dont le nom était ironiquement fraisier. Mais avant de commencer, je me présente. Moi, c'est Ariel, personal trainer. Bienvenue sur ma chaîne où on parle de fitness, de vrais desserts et de tout ce qui façonne notre rapport à l'entraînement et à l'alimentation. Aujourd'hui, je vais te raconter l'histoire de la fraise en cuisinant une délicieuse tarte aux fraises du Québec qu'on a cueillie nous-mêmes. Pendant des millénaires, il n'existe qu'une seule fraise. Bien avant l'agriculture, l'Homo sapiens cueille déjà les fraises sauvages. C'est évidemment pas les grosses fraises modernes. Ces fruits proviennent du fraisier des bois, le Fragaria vesca, une petite plante naturellement présente dans une grande partie de l'Europe, l'Asie et l'Amérique du Nord. Les petites fraises sont très parfumées mais minuscules. Les Romains les connaissent bien. Ils les mangent mais les utilisent aussi comme plantes médicinales. On leur attribue des effets contre la mélancolie, certaines maladies, tandis que les femmes de la haute société s'en servent même dans des préparations cosmétiques. Après la chute de l'Empire romain, la culture organisée disparaît presque complètement. Pendant plusieurs années, on continue surtout à les cueillir dans les forêts. Le Moyen Âge, un fruit presque méprisé, mais déjà cultivé par les rois. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, la fraise n'est pas complètement absente des jardins médiévaux. On sait par exemple que Charles V, roi de France, fait planter environ 1200 fraisiers dans les jardins royaux du Louvre vers la fin du 14e siècle. C'est l'une des premières grandes cultures documentées des fraisiers en France. Mais cette exception ne reste pas la perception générale de l'époque. Pour la majorité de la noblesse, la fraise souffre d'un problème très particulier. Elle pousse au ras du sol. Aujourd'hui, ça paraît absurde, mais au Moyen Âge, cette caractéristique a une véritable importance symbolique. La terre est considérée comme l'élément le moins noble des 4 éléments. Les végétaux qui poussent sous terre ou directement au sol sont jugés moins prestigieux que ceux qui poussent dans les arbres. Les médecins médiévaux reprennent cette idée et déconseillent souvent les fraises aux personnes de haut rang. À cette époque, les fruits nobles sont ceux qui poussent en hauteur. La petite fraise reste donc longtemps associée aux classes populaires. À partir du 15e siècle, les mentalités évoluent. La culture de la fraise des bois se développe davantage dans les jardins. Puis arrive la Renaissance. Les élites françaises s'inspirent énormément de l'Italie. Or, les Italiens accordent une place importante aux fruits et aux légumes dans leur alimentation. La fraise profite directement de cette nouvelle mode. En quelques décennies, elle passe du statut de petit fruit ordinaire à celui de mets raffiné. On lui prête même des propriétés aphrodisiaques. Cette réhabilitation marque un tournant majeur dans son histoire. Pendant ce temps, de l'autre côté de l'Atlantique, alors que les Européens redécouvrent progressivement la fraise, les premiers peuples d'Amérique connaissent depuis longtemps plusieurs espèces sauvages. Les premiers peuples du territoire québécois la connaissent depuis des générations. Ils cueillent les fraises sauvages dans les forêts, les clairières et les brûlés naturels. Elles sont consommées fraîches pendant leur courte saison, mais aussi séchées afin d'être conservées pour l'hiver. Samuel de Champlain rapporte d'ailleurs que les Autochtones font sécher les petits fruits comme nous faisons des pruneaux en France. Récollet Gabriel Sagard explique qu'il les incorpore à la sagamité, une bouillie de maïs pour lui donner davantage de goût. Chez plusieurs nations autochtones de l'Est de l'Amérique du Nord, notamment chez les Haudenosaunee, j'espère que je dis ça correctement, je vais écrire ça là, je le prononce pas très bien, la fraise est bien plus qu'un aliment parce qu'elle est la première baie à mûrir au printemps. Elle symbolise le renouveau. On la surnomme souvent la baie du cœur en raison de sa forme et elle est associée à l'amour, la gratitude, la guérison et la réconciliation. Sa récolte donne encore aujourd'hui lieu à des cérémonies marquant le début de l'été. Au début du 17e siècle, Samuel de Champlain remarque l'abondance des fraisiers au long du fleuve Saint-Laurent. Quelques décennies plus tard, en 1664, Pierre Boucher, l'ancien gouverneur de Trois-Rivières, écrit que les fraises du Canada sont plus grosses et meilleures qu'en France. Les explorateurs commencent alors à rapporter des graines et des plants vers l'Europe. Parmi eux se trouve une espèce particulièrement intéressante, le fraisier de Virginie, Fragaria virginiana. Oui. Ces fruits sont plus gros et plus juteux que ceux des fraises des bois européens. Ils remplacent progressivement ce dernier dans de nombreux jardins. Louis XIV et sa passion pour les fraises. Au 17e siècle, un homme contribue énormément à la popularité des fraises. Louis XIV. Vous allez vite comprendre qu'ici, on a une passion pour Louis XIV. Le roi Soleil adore les fruits. Et parmi eux, les fraises occupent une place toute particulière. Dans le potager du roi à Versailles, son jardinier Jean-Baptiste de la Quintigny cultive une immense variété de fruits et de légumes.
il perfectionne les techniques de culture au point de réussir à produire des fraises dès la fin du mois de mars. Pour l'époque, c'est un véritable exploit horticole. Mais l'histoire se termine d'une manière assez triste. À la fin de sa vie, Louis XIV est très malade. Puis pour une raison qui nous est encore inconnue, son médecin lui interdit complètement de manger des fraises. L'un de ses fruits préférés lui est donc retiré dans les dernières années de son existence. L'espion nommé Fraisier. Quelques mois avant la mort de Louis XIV, un officier français revient du Chili. Son nom est presque trop parfait pour être vrai, hein? Amédée François Fraisier. Sa mission officielle consiste à voyager sur les côtes chiliennes, mais il profite également de son séjour pour relever discrètement les fortifications espagnoles. Sur place, une autre chose attire son attention par contre. Les populations locales cultivent une espèce de fraisier produisant d'immenses fruits. Il écrit qu'elles sont grosses comme des œufs de poule. Il décide alors de rapporter plusieurs plants en France. Malheureusement, seuls 5 survivent au voyage, puis ce sont toutes des plants femelles. On pense que c'est alors impossible d'obtenir de nouvelles fraises à partir des 5 plants qui ont été rapportés. Le hasard crée la fraise moderne. Les plants chiliens sont installés près des fraisiers de Virginie déjà présents dans les jardins français. Vers 1740, un croisement naturel se produit. Personne ne l'avait prévu. Le nouvel hybride combine les qualités des deux espèces. On a des fruits beaucoup plus gros, une plante plus vigoureuse, puis une meilleure production. Cette nouvelle espèce reçoit le nom de Fragaria ananassa. C'est elle qui est à l'origine de la quasi-totalité des fraises cultivées aujourd'hui. Autrement dit, la fraise moderne est née en France, mais ses deux parents viennent d'Amérique. De fruits sauvages à vedette de l'été. Au 19e siècle, la culture commerciale explose. En France, Plougastel devient la capitale de la fraise. Au début du 20e siècle, une fraise française sur 4 y est produite. Au Québec, les premières cultures commerciales apparaissent également au 19e siècle. Vers 1870, l'île d'Orléans devient l'un des plus grands centres de production. Et c'est encore le cas à ce jour. Les marchés publics popularisent ensuite le fruit. Les confitures permettent aussi d'en profiter toute l'année, puis la congélation à partir des années 1930 facilite sa distribution dans toutes les régions. Au 20e siècle, les progrès de l'agronomie donnent naissance à des dizaines de nouvelles variétés adaptées à différents climats et plus récemment à la culture sous serre. Donc la prochaine fois que vous mangez une fraise, rappelez-vous qu'elle est le résultat de plusieurs milliers d'années d'histoire. D'abord cueillie par les chasseurs-cueilleurs, puis cultivée dans les jardins du Louvre sous Charles V, méprisée pendant une partie du Moyen Âge et adorée par Louis XIV. Finalement transformée par un espion botaniste, puis améliorée par un heureux hasard. Finalement, c'est pas seulement un fruit d'été, c'est aussi un incroyable voyage botanique entre l'Europe, l'Amérique du Nord et le Chili. Voilà, c'est tout ce que j'avais pour vous aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié cette petite histoire de la fraise. J'ai évidemment vous partager la recette de la tarte en bio avec les macros parce qu'on peut inclure des vrais desserts comme la tarte aux fraises dans son alimentation tout en restant en santé et en forme. Pour moi, la fraise, c'est vraiment un des petits plaisirs de l'été. Dites-moi dans les commentaires, c'est quoi votre dessert préféré aux fraises? N'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner pour suivre tout ce qui s'en vient. Restez curieux et critiques et je vous dis à la prochaine vidéo. Bye!